Salut Edia et Cuir, et j'espère que vous allez hyper bien. Surtout que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je crois que ma dernière vidéo elle date de fin janvier. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on va attaquer un gros morceau et ça a demandé beaucoup de recherches. J'ai dû à la bibliothèque, essayer de synthétiser des livres. Donc du coup, ça a mis un petit peu de temps. En tout cas, j'espère que ces recherches vont payer et que le sujet va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, un j'aime, à vous abonner si c'est pas fait, ou à partager la vidéo. Et écoutez, sans plus tarder, on va parler des badass de la guerre d'Espagne. Donc, le 4 avril 1931, l'Espagne est en pleine effervescence. La Deuxième République est proclamée. Donc, c'est la fin de la monarchie, donc les souverains vont s'exiler en Italie. C'est surtout la fin du régime autoritaire de Primo de Rivera. Pour les femmes, ça va vraiment être une période de grande liberté. Elles vont acquérir plein de nouveaux droits. En 1931, elles obtiennent le droit de vote. Mais c'est pas tout. Elles obtiennent le droit de divorcer, de travailler librement. Vraiment, en quelques mois, l'Espagne devient le pays d'Europe de l'Ouest où les femmes jouissent de plus de droits et de libertés. Sauf que tout n'est pas idyllique dans cette république. L'Espagne est profondément clivée et divisée. Il y a plusieurs sociétés fascisantes qui sont créées. C'est le cas notamment de la Phalange, qui, quelques années plus tard, va avoir un très gros rôle dans l'avènement du franquisme. Et même à gauche aussi, il y a des gros troubles. Par exemple, en 1934, il y a un gros soulèvement ouvrier dans la région des Asturies. Ces ouvriers veulent abolir la République pour installer un régime socialiste à l'image de l'Union soviétique. Donc début 1936 va être élu un front populaire et loin de faire l'unanimité, ça va encore accentuer ce chaos politique. Il va y avoir des insurrections d'ouvriers et du côté de l'extrême droite, ça va aussi s'activer puisque les anti-républicains vont mener en juillet 1936 un coup d'État militaire. Alors attention quand même, toute l'armée n'était pas anti-républicaine. On va dire que à peu près la moitié de l'armée va se rallier à ces anti-républicains. Pour la suite de la vidéo, pour que ce soit clair, je vais les appeler les franquistes. Alors je sais qu'historiquement, c'est peut-être pas très judicieux de parler de franquisme dès 1936, mais au moins ce sera plus clair. Et cette insurrection va avoir un succès mitigé, dans le sens où dans les grandes villes comme Madrid, ça va être un échec. Mais les franquistes vont parvenir à s'implanter dans les campagnes et les villes moyennes. Et là, vous l'aurez compris, c'est le début de la guerre civile qui va durer jusqu'en 1939. Tout d'abord, intéressons-nous aux forces républicaines. Alors là, j'avoue, j'ai quand même été déçue. Dans le sens où quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'avais en tête les images de ces femmes combattantes, de ces miliciennes qui ont été immortalisées par le photographe de guerre Robert Capa ou de sa compagne / collègue Gerda Taro. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Gerda Taro, petite parenthèse, mais elle a eu une vie vraiment intéressante. Donc, c'était une Allemande qui est devenue journaliste de guerre et donc elle a couvert pas mal de conflits, notamment avec Robert Capa. Et malheureusement, elle meurt alors qu'elle est en train de couvrir la guerre civile espagnole, renversée par un tank républicain. Donc j'avais en tête ces images de miliciennes avec leurs armes et tout. En fait, au début du conflit, il y a beaucoup d'engagements spontanés. On accueille le plus de monde possible dans les milices. Et donc forcément, des femmes veulent en découdre et on les accepte. On les entraîne. Mais très vite, elles vont déranger. On les accuse de perturber les soldats au front. Pire, on les accuse de propager les maladies vénériennes. Si ça, c'est pas du foutage de gueule. Enfin bref. Et résultat, on les expulse du front dès septembre 1936. Bon, même si la présence des femmes au front aura été assez courte, certaines auront quand même eu le temps de se distinguer et devenir des martyrs. C'est le cas par exemple de Lina Odena. Donc Lina Odena, elle avait déjà pris les armes pendant la révolte des Asturies, dont j'ai parlé tout à l'heure, où 30 000 ouvriers se sont insurgés. Beaucoup de femmes d'ailleurs ont pris les armes pendant la révolte des Asturies. Donc c'était une cadre du Parti communiste espagnol. Donc elle va prendre les armes pendant le conflit civil et elle va se suicider en septembre 1936 pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi. Bon, pour autant, même si les femmes ne sont plus très bien tolérées au front, elles vont pas rester passives
et elles vont massivement se mobiliser à l'arrière. Les hommes étant au front, elles vont notamment occuper les emplois de ces derniers et investir des terrains où traditionnellement les femmes n'avaient pas beaucoup de place. C'est le cas notamment de la politique. Par exemple, de novembre 1936 à mai 1937, c'est une femme qui va être ministre de la Santé en Espagne, donc Federica Montseny. Et wow, elle va être tellement progressiste. Par exemple, elle va être à l'initiative du premier projet de loi en faveur de l'avortement, donc en Espagne. On ne peut pas non plus ne pas parler de Dolores Ibarruri, qui était une grosse activiste pro-république de l'époque. Et elle est notamment très connue parce que en juillet 1936, donc au début du conflit, à Madrid, elle a fait un très célèbre discours, je crois, sur le balcon du ministère de l'Intérieur, donc devant des milliers de personnes. Et c'est notamment elle qui a popularisé l'expression « no pasaran ». Alors, elle existait déjà avant, cette expression, je ne sais plus d'où elle vient, je crois de 1914, mais elle l'a vraiment popularisée. Donc c'était aussi une femme politique engagée, hein. Elle était députée des Asturies, ce qui n'était pas rien pour une femme à l'époque. Donc en 1939, elle va s'exiler, et elle ne reviendra en Espagne qu'en 1975, après la mort de Franco. Et en 1977, elle va de nouveau être élue députée. Beaucoup de groupes politiques destinés aux femmes vont surgir. Ça va être le cas des Mujeres Libres ou alors de l'association de las Mujeres Antifascistas. Et ces associations vont essayer de mobiliser les femmes en leur faisant faire par exemple des travaux de couture, mais aussi ils vont créer des sortes de milices culturelles pour lutter contre l'analphabétisme des soldats. Après, j'avoue que ces mouvements sont un petit peu ambigus, dans le sens où ils restent quand même un petit peu traditionnels. Ils se sont pas offusqués, par exemple, quand on a viré les femmes de l'armée. Et il y a une sorte de consensus dans le fait que certes les femmes là doivent se mobiliser, occuper des emplois, mais quand les hommes reviendront, les femmes leur rendront leurs emplois et retourneront à la maison. On va aller du côté des franquistes, où là aussi les femmes vont être massivement mobilisées, mais attention, dans le respect de leurs fonctions naturelles. Faut pas déconner non plus, vous l'aurez compris, c'est pas dans ce camp-là qu'on va voir des combattantes. Bref, les franquistes, même s'ils ont une vision très conservatrice de la femme, ont bien compris que dans une guerre civile, on ne peut pas mettre de côté 50% de la population. Donc dès 1934, donc avant le conflit, la phalange va en appeler aux femmes. Et en 1936, ce seront pas moins de 80 000 femmes qui vont rejoindre la phalange, dont on a créé une section féminine. Et en octobre 1937, donc là en plein pendant le conflit, va être mise en place par les franquistes un service national qui est une sorte de service militaire féminin. Bon, ce service n'a rien de militaire, en fait c'est plutôt un devoir national destiné aux jeunes filles ou aux femmes non mariées qui doivent participer à l'effort de guerre en devenant cantinières, en cousant des vêtements, en faisant un petit peu de renseignement aussi quand même. Mais il s'agit quand même surtout de tâches d'assistance. D'ailleurs, cette implication des femmes dans la guerre, ces jeunes femmes qui délaissent leur foyer, ça fait grincer des dents. Mais bon, même les puissants lobbies catholiques doivent céder à l'effort de guerre. Du coup, la fin de la guerre ne sera pas sans conséquences pour les femmes, bien au contraire. Bon, déjà, même si ces dernières ont été exclues du front, on va pas les exclure du contingent des victimes. C'est vraiment la double peine. Il va y avoir une très grosse répression sur la gente féminine. Alors déjà, les viols. Alors les viols, il y en avait dans les deux camps. C'était pas des ordres, c'était plutôt des viols spontanés de la part de petits chefs ou de soldats. La tonte des femmes aussi a été une punition massivement utilisée, mais du côté franquiste. Il n'y en a pas eu vraiment du côté républicain. Il y avait deux profils de victimes qui étaient tondus publiquement et exposés comme ça, promenés sur la voie publique, comme au moment de l'épuration en France. Donc soit c'était des femmes soupçonnées d'être des sympathisants de la République, soit des femmes trop émancipées et du coup qu'on considérait de mauvaise vie et donc fallait les punir pour les remettre sur le droit chemin. Malheureusement, beaucoup de républicaines vont être victimes d'exécutions extralégales lors de d'épuration un petit peu sauvages.
D'autres vont aussi être condamnés à mort à l'issue de procès bâclés. C'est le cas de las 13 Rosas, donc les 13 roses. Donc c'était 13 jeunes femmes socialistes âgées de 18 à 29 ans qui vont être fusillées le 5 août 1939 à Madrid. Et du coup, à partir de janvier 1939, donc pendant ce qu'on appelle la retirada, beaucoup de femmes vont devoir s'exiler. On estime par exemple qu'entre 75 000 et 95 000 femmes espagnoles vont par exemple s'exiler en France. Si humilier les femmes, les persécuter, les exécuter, c'était pas suffisant, les franquistes vont mettre un point d'honneur à détricoter tous les acquis des années 30. Donc plein de droits vont leur être retirés, le droit de vote bien entendu, mais bon le droit de vote il était retiré à tout le monde, donc le droit de demander le divorce. De toute façon, le mariage civil a été supprimé. Et à partir de 1941, parler de la contraception est criminalisé. Donc à partir de décembre 1939, le gouvernement franquiste délègue à la section féminine de la Phalange tout ce qui touche à l'encadrement et l'éducation de la population féminine. Donc c'est le début d'une vaste propagande qui va encourager une éducation genrée, pour créer une bonne femme espagnole dont la vie doit obéir à un modèle type, donc qui va être abondamment défendu. Donc la bonne jeune femme espagnole, déjà elle se fiance tôt pendant l'adolescence. Elle a le droit de travailler, mais attention, un métier féminin, comme la couture par exemple, pendant quelques années, histoire de mettre un petit pécule de côté pour son mariage, mais elle doit se marier tôt, aux alentours de 20 ans. Ensuite, elle renonce à sa carrière pour se consacrer à son destin de poule pondeuse. Ça, c'est la vision parfaite de la femme espagnole du régime franquiste. Cependant, très vite, des résistances vont se faire sentir, même au sein de la Phalange. Par exemple, Mercedes Fornica, donc, qui était une juriste et écrivain, donc membre, même cadre de la Phalange, va s'offusquer des discriminations dont souffrent les femmes mariées. Elle va faire un intense lobbying et en 1958, une loi va être adoptée, une loi mineure certes, mais bon, c'est mieux que rien, qui va déjà autoriser les femmes mariées à avoir des biens en leur nom propre. Cette loi va aussi autoriser les veuves remariées à garder la tutelle des enfants issus de leur premier mariage. Mais bon, la femme demeure quand même une mineure, quoi. Et d'ailleurs, c'est fou quand on y pense, parce qu'en l'espace de 10 ans, les femmes espagnoles sont passées pratiquement du statut de femmes les plus émancipées et les plus libres d'Europe à femmes les plus brimées. Et il va vraiment falloir attendre la mort de Franco et la transition démocratique à partir de 1975 pour qu'enfin les femmes espagnoles commencent à rattraper leur retard. En 1975 est aboli el permiso marital, donc qui obligeait les femmes à avoir l'accord de leur mari dès qu'il s'agissait de prendre une grande décision. Donc en 1978, la contraception est de nouveau autorisée, et en 1981, l'avortement va lui aussi être dépénalisé sous certaines conditions très strictes. On va enfin aussi commencer à s'attaquer au sujet des violences faites aux femmes, qui était un sujet totalement nié à l'époque du franquisme. Donc voilà, écoutez, que dire, j'étais un petit peu déçue, en cette vidéo, déçue des Républicains. Je m'attendais à parler de plein de combattantes et tout, et en fait, je savais pas qu'ils avaient renvoyé les femmes si rapidement à l'arrière. Bon, du côté du franquisme, je m'attendais à rien, donc je suis pas déçue. Écoutez, si ce sujet vous intéresse, et si jamais vous ne connaissez pas cette série, je vous conseille Les Demoiselles du téléphone. Donc c'est une série qui suit 4 jeunes espagnoles, du début de la Deuxième République jusqu'au début du franquisme. Donc, je vous conseille également un film sorti en 2007, Las 13 Rosas, qui revient justement sur le destin de ces 13 jeunes femmes martyrs exécutées. Je vais vous mettre les liens dans la barre de description. Du coup, même si le sujet n'était pas particulièrement joyeux, j'espère qu'il vous a plu. Et écoutez, moi je vous dis à très très bientôt pour un nouveau sujet et découvrir de nouvelles badass. Salut! Rumba la rumba la rumba la la, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela.